Bonjour à tous, chers participants. Je me présente Dina Mansour et je suis conseillère en développement des marchés internationaux à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire de la série Sur la route de l'internationalisation avec Investissement Québec International qui porte aujourd'hui sur les occasions d'affaires sur les marchés des technologies propres dans l'Ouest américain. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, en commençant par Investissement Québec International, ainsi que Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions à poser, veuillez les écrire dans la boîte questions et réponses située au bas de votre écran et nous allons y répondre durant la période de questions prévue à la fin. Je vous invite aussi à indiquer à qui s'adresse votre question pour qu'on puisse les diriger à la toute fin pour savoir à qui elle s'adresse exactement. Il y a aussi un sondage en cours que nous vous invitons à remplir afin de nous aider à veiller à l'atteinte de nos objectifs internes. Ce serait très apprécié. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mélissa Issom, attachée commerciale de la délégation du Québec à Los Angeles, ainsi que sa collègue Charlene Kepner, attachée commerciale à l'antenne du Québec à Silicon Valley, qui vous feront une présentation du marché et du soutien offert sur place pour les entreprises québécoises. La parole est à vous. Une seconde. On va faire l'écran partagé. OK. Bonjour, c'est Mélissa Issom ici de la délégation du Québec, délégation générale du Québec à Los Angeles. Nous devons d'être une délégation générale depuis 2 semaines, je pense. Et maintenant, il faut être à l'aise avec le nouvel nom du bureau. Et je suis joint avec mon collègue Charlene Kempter du antenne du Québec à Silicon Valley. Bonjour à tous. Je veux juste présenter le territoire de la délégation du Québec. C'est 13 États de l'Ouest américain. Et pour comprendre la taille du marché, c'est presque 80 millions de personnes dans notre territoire. On s'occupe des États plus, c'est la Californie, Washington, Colorado, Oregon et Arizona, mais on est impliqué dans tous les États un peu. Le GDP de la région, c'est presque 6 trillions de dollars américains. Et c'est plus que beaucoup des pays au monde. Et aussi, dans notre territoire, nous avons 5 villes qui sont participants dans le C40, le C40, qui est les villes qui cherchent les solutions de technologie propre. Les technologies propres est devenu une des priorités pour la délégation ici en Californie parce que le marché est assez actif dans ce domaine. Et ça, c'est la raison que nous avons 3 attachés impliqués dans différents secteurs du technologie propre. C'est clair les raisons que nous avons une emphase sur les technologies propres pour le territoire. C'est parce que les États de l'Ouest sont bien établis avec les politiques pour l'environnement. Et aussi, les gens sont plus innovateurs sur la côte ouest. On cherche souvent les nouvelles solutions, on cherche les nouvelles idées. Je connais qu'à Silicon Valley, où on se trouve Charlene, il y a beaucoup de capital de risque qui cherchent les nouvelles technologies pour répondre aux besoins du marché. Je vais juste mentionner quelques exemples des politiques les plus importantes. Depuis 2014, la Californie et le Québec sont les partenaires dans un marché du carbone. Ça nous a donné une visibilité au niveau de l'État qui est un peu différent des autres pays, même les autres régions du Canada.
Nous avons aussi, c'est assez récent, Washington State's Climate Commitment Act, Oregon State's Executive Order to Reduce Greenhouse Gas Emissions, les US Climate Alliance qui inclut 5 États de la région, mais aussi ça peut inclure 2 autres bientôt. Et nous avons beaucoup des villes qui ont les planifications pour adopter les sustainability, les produits plus propres pour répondre aux besoins locaux. Je connais qu'ici à Los Angeles, la ville a l'objectif d'être devenue carbon free depuis 2045. Nous travaillons aussi avec les incubateurs et les associations de la région pour aider les compagnies à faire les liens. Ici à Los Angeles, nous avons des LA Clean Tech Incubator. On a un programme d'accélérateur avec le Canada. On a Maritime Blue qui est à l'État de Washington. On a aussi les National Renewable Energy Lab qui est à Colorado. Vous avez une présentation du président de Clean Tech Alliance qui est une des associations de la côte ouest avec qui nous travaillons activement. Et Charlene va prendre la parole pour discuter les Oui, merci Mélissa. Donc, en fait, on travaille beaucoup avec les services des délégués commerciaux du Canada, que ce soit en Californie, mais vraiment sur tout le territoire qu'on couvre, puisque leurs initiatives sont vraiment complémentaires de ce que nous souhaitons, des initiatives que nous mettons en place pour le développement des entreprises québécoises sur le territoire. Donc, on a mis quelques exemples ici sur cette slide, que ce soit les Canadian Technology Accelerators, les accélérateurs technologiques canadiens. On en a 2 sur les territoires qui sont spécifiquement pour les technologies propres. Un pour tout ce qui est technologie climatique, technologie propre, Climate Tech, et l'autre sur les technologies plutôt pour le secteur de l'agriculture, qui est assez nouveau avec des partenaires en Californie, mais également pour celui-là dans le Midwest et New York aussi. Donc, notre objectif est vraiment pour ces CTIA de toujours pouvoir avoir des entreprises québécoises participantes, puisqu'elles représentent, ces CTIA rassemblent des entreprises vraiment de tout le Canada. Et l'objectif de ces CTIA est vraiment l'accélération des entreprises, mais également comprendre le territoire, comprendre les opportunités de marché et comprendre comment se positionner, comment présenter en fait à des partenaires potentiels, des clients potentiels, mais également pour la levée de fonds. Une autre des initiatives du service des délégués commerciaux, celui-là en Californie du Sud, et spécifiquement sur le secteur de l'eau et l'innovation dans le secteur de l'eau. Canadian Water Innovation Roadshow, qui aura lieu cette année mi-février 2022, a priori en hybride ou en virtuel, où des entreprises canadiennes en fait auront l'occasion de rencontrer des agences de l'eau en Californie du Sud et de pouvoir présenter leurs solutions également à des sociétés d'ingénierie. Mélissa, veux-tu parler du SoCal Clean Tech Express? Oui, cette année, le consulat a commencé un nouvel programme qui s'appelle SoCal Clean Tech Express. Ils ont eu quelques pistes différentes et une des pistes était sur les marchés pour les technologies maritimes. Et parce que je travaille activement avec les compagnies dans ce secteur, j'ai proposé quelques compagnies pour cette activité. Et nous avons assuré que les 3 compagnies qui sont sur cette partie du cohort sont les compagnies québécoises. Et ça, c'est les raisons que c'est important que vous travaillez avec le consulat et le Québec, parce que souvent, nous avons information sur les programmes comme ça qui répondent bien aux besoins des compagnies québécoises et on peut vous aider à être inclus dans ce projet.
Je veux juste mentionner, ça c'est une des défis pour le secteur de technologie pro. Ce n'est pas un secteur spécifique parce qu'on a des opportunités dans tous les secteurs. Nous avons beaucoup d'énergie renouvelable. On a les opportunités dans l'eau. On a le stockage d'énergie qui est très important ici. On a plusieurs projets ici où les gens cherchent les technologies propres. J'ai lu la semaine passée que les sous-secteurs d'application pour les technologies propres qui ont reçu les investissements les plus importants pendant les dernières 2 années, c'était recyclage des batteries, stockage d'énergie, et je ne connais pas comment dire ça en français, c'est community-based solar. L'hydrogène vert, modernisation du réseau électrique, décarbonisation de transport, et ça inclut l'aviation maritime, micromobilité et les informatiques pour mieux gérer les logistiques comme dans les ports. Juste dire avant de parler des opportunités plus précises que quand on prépare pour lancer dans le marché américain, c'est un marché assez vaste. Il faut préparer bien avant de lancer un produit parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de bruit dans le marché. Et pour les marchés des technologies propres, c'est toujours un marché précis pour les acheteurs, pour les clients potentiels. Quand ils voient les problèmes qu'ils ont dans leur industrie, ça, c'est sa priorité. Il faut faire la recherche pour cibler les applications qui répondent aux problèmes des clients. Et ça, c'est toujours un problème. Souvent, j'ai des compagnies qui m'ont contacté pour dire, mais je ne connais pas qu'est-ce que c'est les problèmes. Comment est-ce que je peux avoir ces informations avant de lancer mes produits sur le marché? Et je pense que c'est vraiment important à lire toutes les informations qui sont disponibles pour participer dans les activités virtuelles, pour connaître qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce que c'est les problèmes dans les grandes conférences, dans les grandes activités qu'ils discutent pour ce marché. S'ils disent que le problème pour les logistiques, c'est un problème de gérer la circulation, OK, ça c'est le problème. Ce n'est pas maritime en général qui est le marché, c'est le problème à gérer les logistiques des camions. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez répondre à ce problème. Il faut aussi identifier les gens d'influence et les partenaires et connaître les concurrences. Parce que si vous ne connaissez pas les concurrences, la première fois que vous avez une opportunité à présenter vos produits, les clients vont demander comment est-ce que ça compare aux concurrences du marché. Il faut connaître ces gens avant de lancer le produit. Comme avec cette présentation, il faut participer aux activités de la région et du secteur pour connaître qu'est-ce qui se passe dans ce secteur. Et la dernière question, c'est établir la crédibilité. Et ça, c'est vrai pour toutes les technologies. Parce que souvent, avec une nouvelle compagnie, c'est les petites compagnies qui développent les produits le plus innovateurs, mais vous n'avez pas beaucoup de crédibilité parce que vous êtes nouvelle. Et puis, il faut établir les histoires du succès, l'expertise et les études d'application, la case studies. Il faut écrire les articles pour les journaux. Il faut présenter aux conférences pour établir la crédibilité de votre compagnie et de votre produit. Ça, c'est aussi un moyen, si vous travaillez avec des partenaires, les associations, les comités qui discutent un sujet précis. J'avais quelques compagnies dans la transportation qui participent dans les réunions de CalSTART, qui est une organisation pour
l'adoption des véhicules électriques. Mais il y a les programmes au Canada et aux États-Unis pour faire ces choses. Et il faut parler avec les gens comme nos partenaires Investissement Québec International pour connaître ce qui se passe dans ce domaine. Nous avons eu cette année un calendrier assez actif pour faire les activités. Dans les derniers mois, j'ai fait un panel virtuel avec les technologies de transport électrique en association avec Clean Tech Alliance. J'ai aussi organisé une mission maritime avec 6 compagnies à Seattle. Charlene? Oui, oui, nous serons. Il y a également un événement qui peut être d'intérêt pour les entreprises qui sont en recherche de capital, qui sont en levée de fonds actuellement. C'est le Clean Tech Forum San Francisco qui aura lieu en janvier à Palm Springs, malgré son nom. Mais c'est un bon événement pour rassembler en fait les entreprises qui cherchent du capital de risque et les VC et vraiment faire ces connexions-là. Donc, le Clean Tech Forum San Francisco. Un autre événement sur lequel nous serons participants est le Bloomberg NEF, New Energy Finance San Francisco, qui aura lieu le 31 janvier, 1er février. C'est vraiment un des principaux événements internationaux sur... pour New York, c'est plus énergie, technologie. Pour nous, à San Francisco, c'est plus sur tout ce qui est transport, mobilité verte, batterie, dans ce qui, en fait, s'aligne bien avec l'écosystème québécois et puis avec les priorités gouvernementales. Un événement d'environ 500, qui rassemble environ 500 personnes sur invitation uniquement. Donc, nous serons présents sur l'édition de janvier 2022 à San Francisco. Comme je l'avais mentionné également, le roadshow dans le secteur de l'eau organisé par le consulat canadien de Los Angeles pour tout ce qui est technologie dans le secteur de l'eau. Je vais parler un peu plus sur la question de Verde Exchange qui aura lieu en mars 2022. C'est prévu d'être en vraie vie. On commence à faire les activités en vraie vie aux États-Unis lentement, mais doucement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout à coup, mais on prévoit d'avoir une mission avec cette conférence. C'est une conférence que nous avons organisée depuis quelques ans et notre implication a été augmentée depuis quelques ans. Nous avons eu les ministères de l'énergie, de l'environnement et de l'économie comme conférenciers à cette activité dans le passé. Et nous avons eu aussi des compagnies intéressantes pour présenter. Et la raison que nous faisons cette activité, c'est pas comme une exposition traditionnelle, c'est pas une trade show. C'est une conférence où nous avons la capacité à mettre les compagnies québécoises sur les panels sur un sujet intéressant, un sujet qui a un lien avec leurs produits ou leurs services. Et je pense que FINCO qui va participer dans cette activité plus tard, Simon va parler un peu de son expérience avec Verde Exchange. Et je trouve que ça, c'est un bon moyen pour établir la crédibilité. C'est d'être sur un panel avec les autres experts dans ce domaine pour discuter les idées. Et dans cette présentation, on peut parler des histoires de succès. On peut parler de l'application de la technologie. Et l'audience, les participants du séminaire ont déjà un intérêt pour ça. Et ça donne les compagnies une bonne crédibilité sur le marché. Nous avons beaucoup de participants du service municipal et aussi les gens du gouvernement, les gens d'influence. On a quelques participants du port maritime. Mais si vous avez un intérêt à participer à cette activité encore, il faut parler avec les gens de EQI qui sont nos partenaires.
Je veux parler aussi un peu du meeting maritime que nous avons organisé la semaine passée. Nous avons eu des réunions avec la ville de Seattle et Tacoma, les villes, et aussi avec les compagnies privées qui sont plus dans le domaine du design et fabrication des bateaux. Nous avons aussi les gens du King County et Pierce County, qui sont les deux comtés où on se trouve Seattle et Tacoma. Nous avons eu je pense que c'était les bons partenaires pour les compagnies qui ont participé. Et nous avons eu une participation intéressante parce que chaque compagnie est un peu différente et qui adresse un marché un peu différent. Ce n'est pas toutes qui cherchent les mêmes acheteurs. Mais ça nous donne une bonne présentation qui représente l'offre du Québec. Un autre événement qu'on a mis en place, c'est un roadshow virtuel, ce qu'on appelle un roadshow virtuel Ville Verte. On a commencé ça en fait depuis fin septembre, avec vraiment pour objectif de positionner le Québec comme partenaire de choix contre dans la lutte au changement climatique, comme partenaire de choix pour la décarbonisation et vraiment positionner le Québec comme partenaire vert auprès de villes et de comtés. On avait commencé avec des villes, des comtés de taille moyenne et on a quand même réussi à parler avec des villes plus importantes comme Denver, San Francisco, Salt Lake City. Et l'objectif final, évidemment, est de pouvoir positionner des champions québécois en technologie propre et mobilité verte auprès de ces décideurs. Donc, en fait, les personnes à qui on a parlé au sein de ces villes sont les directeurs sustainability, environnement, avec, donc c'est environ en général des villes de moins de 1 million d'habitants qui ont toutes en fait un plan d'action climatique, qui ont toutes pour objectif des objectifs de réduction de leurs gaz à effet de serre et de leur empreinte carbone. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte à travers ces discussions, c'est qu'il y a trois besoins principaux qui ressortent au sein des discussions. Donc, le premier, c'est vraiment l'électrification et plus généralement la décarbonisation des transports et des véhicules en général, en fait, pas que les véhicules passagers et évidemment les infrastructures de recharge qui sont associées à ce type de technologie. Le deuxième, c'est vraiment l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux, donc réduire les émissions des bâtiments municipaux, la consommation électrique de ces bâtiments. Et le troisième, c'est la gestion des matières résiduelles. Donc, réduire à la source ces matières-là, avoir un meilleur tri, un meilleur recyclage et surtout envoyer moins de matières au site d'enfouissement. On a également, au cours de ces discussions, eu d'autres besoins qui nous sont revenus, comme la gestion des îlots de chaleur avec les étés qui sont de plus en plus chauds sur la côte ouest, la montée des eaux, notamment dans le Pacifique Nord-Ouest, la gestion de l'eau et des eaux usées. Quelques villes également nous ont mentionné la gestion de la biodiversité et des aires protégées, et puis tout ce qui est énergie renouvelable, augmentation donc, des énergies renouvelables dans les villes et les comtés, et le stockage de l'énergie qui est associé. Donc, en fait, on a fait ces rencontres-là et le 16 novembre prochain, avec nos partenaires d'investissement Québec International, on organise une table ronde virtuelle. On invite toutes les villes à qui on a parlé à revenir autour de la table, à présenter brièvement leur plan d'action climatique, leurs objectifs. Et ensuite, nous aurons des présentations d'environ 11 entreprises québécoises qui répondent à ces besoins pour vraiment positionner ces entreprises et faire ce maillage entre les besoins des villes et l'offre québécoise. C'est vraiment un programme pilote qu'on a lancé et vu son succès, on renouvellera sûrement l'opération en 2022. Donc, parlez à des municipalités ou si vous avez des solutions dans les besoins qui sont ici sur l'écran, n'hésitez pas à contacter Investissement Québec pour faire partie de notre prochaine cohorte.
Le marché du Colorado a aussi plusieurs opportunités, notamment au sein de la Colorado Clean Tech Industries Association, qui organise plusieurs challenges tout au long de l'année. Donc, on va en mentionner quelques-uns. Donc, le premier, c'est sur le secteur minier. Donc, comment apporter des solutions propres dans le secteur minier au Colorado? Ce programme a lieu en mars et avril avec les partenaires dont j'ai mis les noms sur l'écran. Et je vous ai également mis en fait les technologies qui sont recherchées. Donc ça, c'est les technologies de cette année. Tous les ans, en fait, l'association va auprès de son écosystème pour recueillir les besoins. Et ceux qui sont ressortis cette année, en fait, sont ceux qui sont sur l'écran. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs technologies propres pour la réduction des émissions, analyse des émissions, capture des émissions et puis toute les solutions informatiques d'intelligence artificielle, gestion de l'eau également qui ressortent, qui sont toutes des technologies recherchées. J'ai ajouté ce diapo parce que j'avais l'occasion de travailler avec un consultant qui est basé à Boise, Idaho, nous avons eu quelques échanges au sujet des technologies propres pour le secteur minier. Et je n'ai pas fait la traduction de ces demandes, mais elle a identifié quelques pistes intéressantes pour ses clients. Elle travaille beaucoup. Ce n'est pas le pétroleum, ce n'est pas les miniers pétroleum, c'est plus copper, gold, silver, plus les minéraux comme ça. Et elle a identifié quelques pistes intéressantes, quelques sujets intéressants pour le client. Et c'est intéressant parce que ces intérêts ne viennent pas à cause du politique environnementale, ça arrive à cause des investisseurs qui cherchent des solutions plus propres parce qu'ils veulent adopter les nouvelles technologies pour sauver d'argent, pour être plus efficace, mais aussi pour répondre aux besoins du secteur. C'est intéressant et je pense qu'elle a bien identifié les choses les plus intéressantes pour eux, mais il y a d'autres opportunités dans ce domaine aussi. Pour revenir au Colorado, l'Association des technologies propres du Colorado organise également un challenge sur les véhicules propres, avec notamment comme partenaire Toyota, par exemple, et d'autres partenaires comme Nextera. Donc, on voit ici qu'il y a plusieurs technologies qui sont recherchées, que ce soit dans l'infrastructure de recharge, dans les batteries, dans l'automatisation des technologies au sein des véhicules. Et cette année, on a pu positionner quelques entreprises québécoises parmi les finalistes. Et on a eu Recyclage Lithium, par exemple, qui a été gagnant du défi en fait, cette année. Un autre des challenges qu'ils organisent est celui dans le oil and gas, avec Chevron, ConocoPhillips, entre autres comme partenaires. Et là aussi, nous avons fait un push en fait, vers les entreprises québécoises qui ont pu participer. Et Telops, qui est une entreprise québécoise, a été sélectionnée comme finaliste cette année. Donc, vous voyez, il y a plusieurs technologies qui ont été identifiées. Donc, on vous enverra ce PowerPoint après pour que vous ayez tous les besoins, qui sont également d'ailleurs disponibles sur le site Internet de l'association. Mais la capture du carbone, la détection des émissions, la réduction de la pollution, évidemment, sont toutes des technologies qui sont recherchées par ces décideurs. Et enfin, dans le secteur de l'eau, je voulais mentionner cette opportunité qui est actuellement active jusqu'au 19 novembre, organisée par WaterStart. WaterStart est une organisation basée au Nevada, mais qui a des membres partout dans le monde, notamment au Royaume-Uni et en Australie. Et en fait, cette organisation rassemble des agences dans le secteur de l'eau et également des grands groupes qui ont des besoins dans le secteur de l'eau, avec vraiment pour objectif d'apporter des solutions technologiques aux besoins qu'ont ces agences, qu'ont ces grands groupes dans le secteur de l'eau. Donc en fait, environ tous les 3 mois,
l'association va vers ses membres, demande quels sont les besoins. Et pour l'édition de ce trimestre, voilà les besoins qui sont ressortis, notamment au sein de l'eau potable et également des eaux usées. Donc, si vous avez des solutions qui répondent à ces besoins-là, n'hésitez pas à aller voir le site de WaterStart et poser votre candidature. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas... En fait, WaterStart sponsorise le projet pilote. Et c'est également une très belle carte de visite pour établir, comme Mélissa le disait, votre crédibilité dans l'Ouest américain. Donc, si je peux mentionner très brièvement d'autres opportunités dans le secteur de l'eau qui ressortent sur la côte ouest, combattre les contaminants émergents, les PFAS, les recherches des nappes phréatiques, système de récupération d'eau de pluie ou recyclage de l'eau de pluie et le renouvellement de l'infrastructure de l'eau potable sont tous des besoins dont les agences recherchent en fait sur la côte ouest. Merci. Nous avons eu les nouvelles comme tout le monde de Build Back Better, les programmes pour faire l'infrastructure. Et j'imagine qu'on aura beaucoup sur la côte ouest, mais il faut reconnaître qu'avec plusieurs programmes, il y a souvent une Buy American implication et puis c'est pas toujours ouvert, mais on cherche les opportunités dans ces programmes si c'est applicable pour les compagnies du Québec. Okay. Alors, merci beaucoup à toutes les deux. Certainement, on voit très bien que votre accompagnement sur place est un atout précieux dont disposent les entreprises québécoises. Alors, notre prochaine panéliste est Mel Clark. Elle est PDG de l'organisme Clean Tech Alliance, qui est la plus importante association des technologies propres à Washington. Et elle regroupe les principaux acteurs du domaine, tels que par exemple les agences gouvernementales, les organismes de services municipaux et les grandes compagnies d'État. Son intervention sera en anglais, dans laquelle elle présentera les attraits et les occasions de l'industrie dans l'Ouest américain. Hello, Mel, the floor is all yours. Hello, can you see my slides? Yes. Great, thank you. Good morning, everybody. It's delightful to join you here on this webinar and learn more about the presenting organizations and have the opportunity to talk about our organization and the clean tech opportunities within our region. The Clean Tech Alliance has more than 1,000 member companies across the Western United States. The majority of our members are in Washington State, but we have members in 10 states and 3 Canadian provinces. And we work on an increasingly growing list of sub-industry sectors that all connect to clean technology. At the Clean Tech Alliance, we run conferences and educational events. We engage in advocacy for policies that help support clean technology in the clean tech sector. We do networking to help make connections between members and industries. We work on talent development programs and entrepreneur support programs such as accelerators. And our work focuses on helping create a stronger, healthier environment and economy, and create connections for clean technology companies. We want to help bring clean technology out of the lab and help get it adopted by large organizations. We work to provide educational and business development events. We want to help new companies thrive while we advocate for policies that create increasing opportunity for them and increase the pace of technology adoption. We have 2 primary accelerator programs. Our Cascadia Clean Tech Accelerator is a Department of Energy funded program that is in collaboration with the Virtue Lab out of Portland, Oregon, and tracks the success of its participants. We just wrapped up our most recent cohort, and the program is primarily virtual, so it is open to clean tech companies from located really just about anywhere. We had a company out of New York participate this year.
And so we welcome inquiries for more information on that program. Our newest program, called Lab to Launch, which is also a Department of Energy funded program, is designed to reach out to the earliest stage entrepreneurs that are perhaps still at a lab or university and are considering starting a company, to try and create support for them as they transition from research to real world applications. Our newest program is funded by the Washington State Department of Commerce. The Commerce Department has created an Innovation Cluster Accelerator program and has funded 6 new economic clusters within Washington State to grow Washington State's economy and support new business development. 3 of these 6 programs are focused on clean technology. And we're very excited about the possibilities and the opportunities that that will bring for advancing clean technology in our region. We have been awarded one of the clusters and will be focusing on deeply decarbonizing the built environment. Another one is in Eastern Washington and is an energy program that will seek to accelerate the adoption of small-scale nuclear reactors. And another one is JC Dream's Charge Consortium, which will be focusing on hydrogen, advancing and deploying hydrogen fuel technologies. There are a myriad of federal opportunities right now in the United States that are going to create funding for clean technology acceleration programming and talent development programming. And we are at the forefront of working with our members and our research partners to secure funding so we can continue to create opportunity for clean technology here in Washington. We were recently awarded the DOE's EPIC grant with our partners, the University of Washington, JC Dream, and Virtue Lab. And we have joined an application for Build Back Better, an EDA program. That effort is being led by Maritime Blue, and we're seeking to connect green energy and the blue economy and make sure that clean technology companies and the maritime industry are increasingly collaborating on fuel as well as shoreside operations and talent development. We're also expecting a strong group to come together to apply for the Good Jobs Challenge, another EDA funded grant to create workforce development opportunities and to help create workforce training for new energy careers for the evolving clean energy economy. Another strength that we have here in Washington State is a growing emphasis of private capital paying attention to clean technologies and seeking to specifically support and fund clean technology companies. So Element 8 Angels, housed right here in Seattle, is a collaborative membership-based investment organization that has funds that are specifically designed to support clean tech opportunities only. And we really enjoy our partnership with E8, their staff, board, and members, and frequently have them at our events and make introductions between entrepreneurs and this group. We also have Virtue Lab out of Portland, has recently launched a climate impact fund, and this fund supports innovation packaged with a lot of additional entrepreneur support systems. Because they partner on our accelerator program, they also have grant writing assistance for companies securing federal grants. So they bring a suite of tools to support entrepreneurs, not just with funding, but with training resources and the ability to connect to additional capital. And they have a very strong emphasis on historically underrepresented founders. Of course, we have the Climate Pledge Fund. The leadership of the Climate Pledge Fund is located here in Seattle, and they focus on investments within these 6 areas. They are keen to make deals for programs and products and technologies that align with these 6 pillars. And we know that they are actively seeking to make deals. That is their primary mission, is to find companies that they can invest in, that Amazon can become a customer of, that work in these spaces. One of the things that's really exciting about clean technology business opportunity in Washington State in particular, as well as across the West, is the legislative leadership that we have benefited from here in Washington. Washington State has the full suite of climate legislation and has the strongest grouping of climate legislation of any state here in the West.
actually of any state in the United States. And we expect that these legislations, as they are all enacted and the rulemaking is finished and they become the law in the state, are going to drive opportunity for clean technology business. As Melissa mentioned, we have the Washington State Climate Commitment Act, which creates a cap and invest program. The rulemaking is happening for that program right now. And we'll be continuing to talk to the state and have state leaders working on that rulemaking at our events, helping keep our community in the know as to what's happening with that rulemaking. They do believe they are on target to have their first auction happening in the spring of 2023. So they're moving very quickly to stand up this program. We've also passed a clean fuel standard, which will drive change across our transportation industry, both our maritime and our shoreside transportation. And we're seeing a lot of activity and interest in hydrogen to help create a cleaner fuel standard to come in line with this legislation. And prior to that, in 2019, we did also pass the Clean Energy Transformation Act. Clean Tech Alliance members were at the forefront of assisting the state with this legislation. We do have an active advocacy arm, and we do try and stay engaged in turning legislation into clear policy that is beneficial to business and still meets our climate goals. We expect that these three pieces of legislation together are going to create a lot of impetus for companies that don't yet know they're a clean technology company to begin to seek to acquire, adopt, and partner with clean technologies. And we think this will create a lot of opportunity for our existing companies and new opportunity for entrepreneurs. Also in Washington State, we have a unique program called the Clean Energy Fund that was developed by Governor Inslee when he was very early in his time as our governor. And this fund has brought more than $144 million of financial support for capital programs working in the areas you see listed there: grid modernization, solar energy, research and development, rural energy innovation, grants that support nonprofit lenders that help to create financing pathways for clean technology, both at the consumer and industrial level, and electrification of transportation. An example of a project that received Clean Energy funds is Spokane's Eco District, sometimes called the 5 smartest blocks in the world. Partners that worked on this program were Pacific Northwest National Lab, Utility of Vista, the Department of Energy, many others. It's a very smart integrated building that is supposed to be one of the most energy efficient campuses that exists. Clean Energy Funds helped to make this possible, supports a myriad of projects, smaller scale and up to this scale, and is a really unique opportunity for demonstration projects to gain funding and equipment to get built that advances clean technology here in Washington. We also know that Oregon has passed a new clean energy legislation. They are 5 years ahead of neighboring states in their target to be carbon-free by 2040 rather than 2045. And they are calling out goals to create some offshore wind as well. And that's going to be a very interesting project to watch. Offshore wind in the Pacific coast will largely be floating rather than the East Coast version, which will be the towers. The Pacific coast is too deep. And so it will be interesting to watch some evolving opportunity for some floating wind projects in Oregon State in the coming years. Finally, California does also have a cap and trade program, and it could create some opportunity as the California Air Resource Board does anticipate that they will link with Washington's cap and invest program. And they anticipate this will stimulate both markets. This could be a driver of opportunity for entrepreneurs across the West to participate in projects as the programs link. We will be watching the rulemaking to see how that evolves. Finally, we also want to talk about Idaho. We do have a chapter of the Clean Tech Alliance in Idaho. And Idaho, largely because of their smaller population, may be poised to be one of the first decarbonized electrical grids in the country. We do see that ranchers, farmers, and large landowners are leading the state in adopting renewable projects. So the driver in Idaho is coming from the individual and the landowner side. And we expect their large agricultural and outdoor recreation industries will increasingly feel the pressure of climate change
and begin to help that state pivot towards adoption of more clean technologies at the state level. Right now, we're also seeing cities across Idaho create climate pledges and climate goals. So we are seeing the beginning of climate legislation and climate conversations happening. It's emerging at a very local level in Idaho. We also believe there'll continue to be a national conversation about the Snake River dam system and potential removal of dams across that watershed that will continue to keep Idaho at the forefront of energy conversations in the United States. Another wonderful thing that helps clean technology thrive in the Northwest is our rich research and laboratory resources. The University of Washington has many facilities that help clean technology evolve and emerge. Two I would like to highlight are the Washington Clean Energy Test Beds and the Clean Energy Institute. And these two lab and systems within the UW are strong industry partners and partner with private industry as well as student research teams and projects to help demonstrate and advance clean technologies and clean energy programs. The University of Washington has multiple research centers and initiatives that engage on various clean technology topics, including biofuels, smart grid programs, and ag tech and increasingly clean ag tech programs. JC Dream is a state program that is a joint center that is coordinated between the University of Washington and Washington State University. And they exist to help conduct research to replace rare earth minerals with abundant earth materials to try and increase the availability for clean technology to be built without use of rare earth materials. They also run the CHARGE initiative, which is a hydrogen-focused program and has been awarded one of the state's new economic cluster development grants to be working on advancing more hydrogen technologies. We also have two national labs that we work with very closely, Pacific Northwest National Lab and Idaho National Laboratory. Idaho National Laboratory and Boise State University also collaborate on the CAES Research Center. Pacific Northwest National Lab is unique among national labs in that they work on the broadest array of technology stacks and types. They are in some ways less focused than every other national laboratory is, and rather than having a reputation in one or two research areas, they work on just about every clean technology topic that we can imagine. Idaho National Laboratory is one of the nation's leading laboratories focusing on small-scale nuclear research. It's a very interesting partner to have in the region as we are seeing groups and we have several companies that are DOE funded and approved working on small-scale nuclear. And we think there will be applications and deployment of small-scale nuclear reactors across the Northwest in the coming years. Other reasons that clean technology thrive here are our abundant and affordable hydropower to help power systems and manufacturing. The Washington State Department of Commerce deeply prioritizes clean technology through their administration of the Clean Energy Fund, their partnership with groups such as ours, and they work hard to attract industry that wants to focus on clean technology. We have and are proud to maintain strong international connections here in Washington State. We have deep water ports and are increasingly greening our blue economy. The Port of Whatcom County has a program that specifically works with Canadian companies, helping them locate their US operations very close to the border and very close to Vancouver. We have a highly educated workforce. We have high quality aerospace machinists. We've seen clean technology companies locate next to Boeing facilities specifically to access private aerospace machinists to help create their technologies. And we have powerful public and private partnership, research, and demonstration facilities. One example of this would be Boeing and Alaska Airlines Eco Demonstrator, which is an annual project that deploys and tests new technology onto airplanes to increase fuel efficiency, operational efficiency, create circular economy and recycling projects that are deployed and tested and become FAA approved for airline operations. One of our board members is fond of saying every company is a clean technology company. They just don't know it yet.
And we see this as new industries emerge and step into the clean technology space. We work with a couple of mining companies who are working to open US mines to produce rare earth materials such as antimony, which is critical for standing up a clean energy economy. There are multiple rare earth materials that are not currently produced anywhere except China that are needed for batteries, solar power, and ball bearings and wind turbines. We're continuing to see more and more circular economy companies join the clean technology conversation, fashion, fabric recycling, breweries that are deploying biogas recycling components, methane capture. Washington State is uniquely poised and is becoming a center for new fusion energy. And I jokingly included our Mr. Fusion from the Back to the Future movies, but we actually are working with a company that is developing and testing a fusion battery. It's about 1 meter long. 4 of them would power a car for a year. So we're actually poised to be working with a company that could be realizing an actual real world Mr. Fusion battery. It's fascinating to tour their labs and see the changes in the fusion industry and how close they are to commercializing it. We have companies that are manufacturing, that are growing bugs for the agricultural feed supply, but they're telling a circular economy story because they're using waste heat from server farms as their input and capturing that otherwise lost energy and using it to create a new product. So there's lots of fascinating new startups evolving in new spaces that are becoming more energy efficient and are continually driving business operations that direction. This is a quote from one of our startups, Ceronics Renewables. Ceronics is also a Clean Energy Fund award winner. They helped create new equipment to produce a surfactant that they are researching that will save energy because it will allow for better cleaning in cold water. But Christoph, their CEO, really does speak to the connected alliance, the interconnections between research, between industry, and the availability of lab space, as well as a highly educated workforce, as a reason to maintain operations within Washington State. Finally, I would like to highlight that we, as the Clean Tech Alliance, try and bring folks together from this wide variety of industries and make sure that we have a chance to hear from them, hear about the latest research, let students, researchers, business leaders, government leaders meet and mingle and learn about emerging technology, learn from one another. Our members are very generous and very giving of their time, very willing to mentor and create relationships cross industry. And that's one of the strengths of working in clean technology here in the Northwest, is there is a lot of interaction. So you can see we have a lot of events planned for 2022. You're welcome to bookmark our events calendar. We would love to have you join us. We're always looking for speakers on any of these topics. So if you are working with a company that has a program or has a product that fits within one of those industry verticals, we'd love to hear from you. And that is the end of my presentation. I believe I'm finishing up just a few minutes early there, Dina, but I know I'll be hanging around for a question and answer. And thank you again for the opportunity to talk about what's going on in clean technology in the Northwest. Thank you very much, Mel, for your interesting presentation. And there are definitely a lot of business opportunities and programs to seize in the market through the Clean Tech Alliance. Also, all the participants, so we will share the PowerPoint presentation. So if you wanted to have Mel's contact information, you will receive them through her slides. Alors, j'invite maintenant Simon Poulain, vice-président développement de marché de l'entreprise FNCO, à prendre la parole pour témoigner de leur expérience sur le terrain. Monsieur Poulain, la parole est à vous. Oui, bonjour, bonjour. Dans le fond, je vais vous montrer une présentation rapide de l'entreprise, mais je vais plus discuter. Là, les slides ne représentent pas nécessairement l'avantage qu'on a eu de travailler avec le bureau de Los Angeles du Québec. Dans le fond, FNCO, ouais, c'est une présentation en anglais dans le fond, mais c'est pas grave. FNCO, on est une entreprise qui se spécialise dans
l'électrification des camions lourds. Comme on voit, les camions lourds, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais ce n'est pas des camions d'autoroute, mais principalement des camions qui sont dans le travail, donc des camions-outils, si on veut, là, camions rebuts, camions dans les ports, etc. On existe depuis 2006, donc ça fait plus de 15 ans. On a 80 employés qui sont dans notre bureau-chef de Montréal, mais qui sont surtout spécialisés dans l'ingénierie. Donc, tout ce qui est... chaque fois qu'on s'en va dans un pays ou un territoire, on est dans 10 pays en ce moment, on a des équipes locales qui sont souvent des partenaires, donc qui s'occupent de l'intégration puis du support local. Donc, 80 employés, c'est surtout sur la recherche et développement. On a plusieurs milestones, mais on a maintenant presque 500 unités qui sont déployées de notre dernière génération de système, qui est depuis 2018. Donc, depuis 3 ans, on a déployé presque 500 unités de systèmes électriques. Principalement, nos clients, ce sont des villes, des ports, donc des terminaux portuaires ou des collecteurs de déchets privés ou dans le milieu du transport, dans les centres de tri. Donc, exemple, les centres de tri d'Amazon, comme on parlait avant, mais on a des clients qui opèrent dans ces centres-là, qui utilisent notre technologie. Voici les camions qu'on convertit, surtout des camions de travaux, donc sur la voirie, là, des camions de travail de la voirie, des camions pour les grids, des camions de collecte ordures, des tracteurs de terminaux, des camions des concrete mixers, etc. Vite, ce qu'on a déployé, notre technologie, c'est un système qu'on voit ici hybride. On convertit des camions en moitié électrique. On les convertit avec on rajoute de la motorisation électrique sur le camion existant. Donc, on voit les pièces en vert qui sont ajoutées avec des supercondensateurs qui est notre spécialité de batterie. C'est nos batteries qu'on a développées nous-mêmes à l'interne. Puis ce que ça permet de faire, c'est pour un coût d'acquisition qui est relativement bas, on est capable de réduire jusqu'à 35 % la consommation, mais surtout 50 % des heures moteurs. Donc, 50 % de sa journée, le camion est électrique. Ça réduit le bruit aussi, puis c'est plus sécuritaire de travailler autour du camion. Ici, on a des exemples comme New York, on est la seule technologie électrique approuvée pour la flotte de camions ordures, des 3000 camions qu'ils ont dans leur flotte. Au port de Montréal, on a Thermon qui ont converti 100 % de leur flotte, mais il y a plusieurs ports, dont avec Mirsa qu'on a travaillé, le port de Los Angeles, on a 2 terminaux, bientôt 3 qui vont utiliser notre technologie hybride. Puis en France, on a un opérateur qui va avoir presque 300 unités maintenant de systèmes électriques qu'on installe sur des camions au gaz naturel. Donc, on électrifie, si on veut, des camions au gaz naturel. Ça, c'est certains rendements qu'on apporte. Puis, on voit les petites cartes interactives de côté. Ce qui est en rouge et vert, c'est où on réduit la consommation directement. Donc, là, on voit au port de Montréal, à la ville de New York. Puis ça, c'est la phase 2. Je vais mettre l'emphase dessus. La phase 2, c'est qu'on prend notre système hybride puis on l'amène vers une propulsion électrique. Donc ici, on voit les pièces vertes du système hybride, mais on rajoute les pièces bleues qui font en sorte que le camion devient électrifié, donc il devient 100 % électrique, qui roule électrique dans le fond. Puis on a une approche qui est progressive par rapport à ce que l'opérateur peut ajouter comme infrastructure électrique. Fait que si on voit ici, on pourrait convertir tous les camions du port. Si le port ne met pas de borne électrique, au début, c'est 30 % de réduction de carburant. Après ça, il devient 50 % avec 3 bornes, puis 6 bornes électriques, il devient 100 % électrique. Donc, on est capable d'avoir des camions électriques qui viennent de notre système hybride qui évolue vers l'électrification 100 %. Mais que si le client ne met pas l'infrastructure immédiatement, il peut le faire progressivement puis rendre son véhicule plus électrique, si on veut, avec le temps. Donc, c'est une approche, au lieu d'avoir besoin de tout en même temps, on peut convertir les camions dans un premier temps, puis après faire l'infrastructure électrique
dans un deuxième temps. Ça, on voit dans la ville de Paris le même principe, puis après ça, on le voit dans la ville de New York, le même principe. Puis ça, c'est un peu des trucs qu'on est capable de diagnostiquer à distance, etc. Mais moi, je voulais venir sur le fait de Verde Exchange. Donc, Mélissa, qu'est-ce qu'elle parlait avant? Nous, ça a permis, pour FNCO, qui est quand même une petite entreprise, quand on va dans des marchés comme la Californie, elle parle beaucoup que c'est des marchés qui sont quand même énormes, mais super concurrentiels. Donc, toute la planète Terre essaie de vendre en Californie. Fait que c'est important de focusser sur des endroits, d'un, qu'on a des personnes locales qui peuvent nous aider, puis aussi des ressources qu'on peut avoir soit en partage ou direct. Donc, Mélissa nous a fait rencontrer une femme qui s'appelle Anne Carpenter, qui était dans un genre de cluster près de Long Beach, dans le fond, à San Pedro, puis qui nous a aidés à naviguer, fait d'aller par étapes, aller rencontrer le CARB, aller rencontrer le Port Authority, aller rencontrer les opérateurs, puis mettre tous ces gens-là en lien pour être capable de créer des projets. Tu sais, c'est des projets qui sont de longue haleine. Nous, ça fait 3-4 ans qu'on travaille sur ces projets-là, mais c'est des projets qui ont une visibilité puis qui ont un but qui est atteignable, pas juste prospecter, puis à la fin, on va nulle part. Fait que Verde Exchange, c'est vraiment, vraiment, je pense, important. Puis si ça vaut la peine, mon petit commentaire, mais si j'étais le gouvernement du Québec, je mettrais encore plus d'emphase sur des initiatives comme Verde Exchange et Verde Exchange elle-même pour être capable, à nous, comme petite et moyenne entreprise, à être capable de focusser puis viser des marchés qui sont plus pointus, puis qu'on est capable d'atteindre puis d'avoir une visibilité sur la finale. Donc, voilà pour ma présentation. C'était court et simple. Merci beaucoup, M. Poulin, de partager votre expérience aux entreprises là, qui ont des projets d'exporter dans la région. J'invite maintenant notre partenaire et collaborateur à la réalisation de cet événement, M. Pablo Martinez, d'Investissement Québec International, qui vous présentera leur service d'accompagnement. À vous la parole. Merci, Lina. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Donc, le partage est commencé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, Lina. Et puis, je suis ravi d'être ici avec vous ce matin. Je vais vous présenter sur notre accompagnement spécialisé à l'exportation. Donc, comment on fait affaire justement avec nos bureaux à l'étranger. On va l'explorer ensemble dans les prochaines minutes. Ça ne va pas être très, très long là, pour pouvoir laisser du temps pour les questions. Je suis Pablo Martinez, conseiller spécialisé à l'exportation pour le secteur de l'énergie et l'environnement, donc pour les marchés des États-Unis et pour le Canada. Quel est le rôle d'Investissement Québec International pour l'exportation? Nous avons deux rôles principaux. Donc, veuillez m'excuser un petit instant. Hop. Donc, vous pouvez nous utiliser comme guichet unique pour naviguer dans l'écosystème d'accompagnement à l'exportation chez Investissement Québec et aussi pour des référencements auprès de nos partenaires d'exportation, le réseau des ORTEX, des organismes spécialisés en l'exportation. Nous pouvons aussi vous supporter pour exécuter votre plan d'exportation dans les marchés cibles. Notre réseau inclut 33 représentations au Québec et à l'étranger. Notre réseau inclut plus de 100 experts, en fait, qui sont répartis autant au Québec qu'à l'étranger. Nous avons 33 représentations à l'étranger, à l'international, et 3 représentations ici au Canada. Il faut comprendre que pour nous, l'exportation commence dès qu'on franchit les frontières du Québec. Notre soutien en développement des marchés est au bénéfice des entreprises, évidemment, pour mieux connaître les marchés, pour diversifier la clientèle, pour se familiariser avec la culture d'affaires, la création de réseaux dans les marchés cibles
Et ce, en grande partie grâce à nos attachés commerciaux comme Melissa, comme Charlene, qui sont chacune dans 2 bureaux différents, l'une à Los Angeles et l'autre à la Silicon Valley. Nous aidons les PME et les grandes entreprises, principalement les manufacturiers, les grossistes à valeur ajoutée et les entreprises de services. On couvre à peu près tous les secteurs, sauf le bioalimentaire, la première transformation et les biens culturels. Donc, on n'est pas dans la production de contenu. Souvent, qui ont déjà un projet de développement de marché hors Québec, donc qui ont une stratégie d'exportation et qui sont prêts à exporter. Nous nous positionnons en fait comme un guichet central pour l'exportation. Nous accompagnons les entreprises dans les 3 phases, la formulation, l'implantation et l'exécution de la stratégie d'exportation. Nous ne faisons pas ça tout seuls. Nous avons des partenaires externes, par exemple les ORPEX, comme je disais tantôt, les organisations spécialisées en exportation pour la formulation de la stratégie d'exportation principalement. Nous avons aussi plusieurs partenaires internes à Investissement Québec pour structurer l'entreprise en amont de l'exportation, soit les directions régionales, ou bien le CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, qui peut soutenir tout ce qui est normalisation, normes, certification nécessaires pour les marchés cibles. Ensuite, nous activons évidemment notre réseau à l'étranger et au Canada pour tout ce qui est l'exécution du plan d'exportation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, pour votre entreprise, pour l'exportation? Déjà, nous pouvons fournir des renseignements spécialisés sur les marchés, sur les cultures, la concurrence, la culture et pratique d'affaires, en fait, la concurrence, la propriété intellectuelle, la réglementation directement sur place, sur les lois, les politiques, les financements disponibles ou bien la logistique et les douanes. Des conseils sur la validation du marché, sur la stratégie d'entrée dans un marché donné, et la mise en relation avec des exportateurs québécois expérimentés qui sont déjà présents sur un marché donné. Nous pouvons vous soutenir pour le repérage clients ou de partenaires dans des marchés cibles avec la présentation de représentants ou d'agents commerciaux, de clients directs, de partenaires pour une alliance, pour un projet ou de distributeurs. Et finalement, pour la prise de rendez-vous individuel avec soit les clients ou les partenaires potentiels, on peut soutenir l'implantation commerciale à l'étranger, la validation financière de clients et de partenaires. Donc, nous avons accès à certaines bases de données qui nous permettent de faire ça. Nous pouvons aussi vous donner des conseils sur la logistique de déplacement lorsqu'il s'agit de marchés, surtout pour les marchés lointains, un peu plus loin. Ça, c'est notre réseau mondial. Donc, comme pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons 2 bureaux, un à la Silicon Valley et un à Los Angeles. Nos formes d'accompagnement, nous faisons un suivi individualisé. C'est ce que je vous ai présenté un petit peu en amont, tout ce qui a été mentionné précédemment. Mais nous faisons aussi des missions commerciales. On recommence à faire des missions commerciales sur place, directement physique. Là, on est content de pouvoir le faire. Ça faisait longtemps. Nous faisons encore beaucoup de missions virtuelles également. Pour ce qui est des accueils d'acheteurs, de temps en temps, nous invitons au Québec des donneurs d'ordre justement pour qu'ils nous présentent leurs besoins et pour qu'ils rencontrent certaines entreprises québécoises directement ici. Quelle est la meilleure façon de nous contacter? C'est en allant au site web qui est présentement à l'écran, donc www.investquebec-exportation.com. Comme je mensonnais un peu plus tôt, nous sommes au-delà d'une centaine de personnes, au-delà d'une quarantaine de conseillers ici à Montréal et à Québec. Donc, on peut remplir un court formulaire, ça va vous diriger directement vers la bonne personne. Évidemment, si c'est dans le marché des États-Unis et du Canada pour l'énergie et l'environnement, vous pouvez me contacter directement. Mes coordonnées vont être disponibles dans la présentation qu'on va vous envoyer soit aujourd'hui, soit lundi. Donc, sans plus, on pourrait passer aux questions. Je pense que vous devez en avoir plusieurs pour nos invités. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Martinez, ainsi qu'à tous les panélistes aujourd'hui pour vos présentations. J'espère que ces informations ont pu être bien utiles à nos participants aujourd'hui.
Alors, je vous invite, si vous avez des questions, à les écrire. Donc, nous sommes maintenant à la période des questions. Nous allons les prendre si vous en avez. Alors, posez-les dans la boîte Q&A au bas de votre écran et veuillez, s'il vous plaît, indiquer si vous vous rappelez à qui votre question s'adresse pour qu'on puisse bien les adresser. J'aimerais aussi vous rappeler que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Alors, vous allez pouvoir y accéder plus tard si jamais il y a des moments qui vous ont échappé auxquels vous aimeriez revenir. Vous allez recevoir un courriel de suivi dans les 24 heures suivant le webinaire. Alors, j'invite maintenant tous les panélistes à peut-être ouvrir leur caméra. Pour que les participants puissent vous poser leurs questions. Okay. Alors, j'aurais déjà une première question à Simon Poulain d'Efenco. Donc, bonjour Simon. Alors, ma question pour vous est, dans votre expérience, quelles sont les principales différences que vous avez remarquées dans la façon de développer des affaires dans l'Ouest américain vis-à-vis le Québec? Comme Mélissa l'a bien dit, il y a beaucoup. En apparence, on arrive, puis ça paraît un marché ouvert, puis facile aux échanges d'affaires, mais il y a beaucoup plus de barrières qu'on imagine. Puis quand on commence des projets, il peut même avoir des projets acceptés. Dans notre cas, à nous, il y a le CARB, California Air Resource Board, qui a mis des freins. On avait déjà le projet, on avait déjà commencé à installer, puis là, le CARB, il ramène une bémol. Donc, il faut toujours être prêt à répondre à toutes ces barrières-là à l'entrée, si on veut, mais il faut se dire d'un côté que plus qu'il y a de barrières qu'on réussit à franchir, nos compétiteurs ont autant de barrières à franchir. Donc, on ne le fait pas pour rien, mais c'est des fois beaucoup plus complexe, puis il y a beaucoup plus d'étapes, exemple, qu'au Québec. Très bien. J'ai une question maintenant peut-être pour l'équipe de Charlene Kepner, Mélissa Issom, ainsi que Pablo Martinez. Dans votre expérience, on se demandait quels sont les problèmes qui reviennent les plus souvent au niveau des exportateurs québécois que vous voyez et comment est-ce que vous les aidez à les préparer pour les surmonter? Je peux dire c'est pas un problème, mais c'est plus un aspect de développement, mais les compagnies au Québec ont plus l'habitude à travailler dans ça reflète un peu les commentaires de Simon. Il connaît bien le marché au Québec et c'est 8 millions de personnes au Québec. Et on connaît un peu tout le monde. Mais quand on approche un marché aux États-Unis où on a des opportunités, mais c'est assez grand le marché. Et la complexité, c'est pas toujours évident à première étape. Et souvent, les gens disent, oh, je peux faire tous dans mon secteur. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est bien reçu par les Américains parce que souvent, ils disent ici, et je ne traduis pas ça, mais you are jack of all trades, master of none. Et ils cherchent toujours les meilleurs dans chaque catégorie. Si vous disiez que je peux faire tous, ils disent, vous ne pouvez pas faire bien, rien. Vous faites tous moyenne, médiocre. Et puis, ils cherchent quelqu'un qui dise, oui, je suis un des premiers dans ce domaine et je peux établir mon crédibilité avec ces informations. Et puis, il faut choisir un ou deux messages clés, un ou deux services clés ciblés sur le marché. Et ça, c'est un des grands défis. Et on aide souvent les compagnies à définir ce message.
si je pourrais compléter justement ce que dit Mélissa, c'est justement tout ce qui est préparation en amont, qui est super important à faire. Donc, vraiment cibler les objectifs. Et ça, c'est une préparation qu'on peut la faire souvent en grande partie en amont. Puis, je reviens sur ce que Simon a mentionné aussi, qu'on peut faire de la prospection, beaucoup de prospection, mais qu'à un moment donné, ça prend de l'aide locale pour vraiment concrétiser, pour vraiment s'approcher des marchés, des cibles, pour avoir on va dire des ventes fermes, surtout dans des industries où le cycle de vente est long. Donc, cet accompagnement local, il est très important, toujours avec une préparation en amont qui va diminuer ce temps justement d'arriver on va l'appeler la transaction finale si on. Mais c'est très important de faire cette préparation avant. Oui, effectivement, si j'avais exactement le même commentaire que Pablo, en fait, la préparation en amont est vraiment très importante. Avoir son marketing, un one-pager. Souvent, quand une entreprise québécoise nous approche, nous, si on fait des mises en relation, on a besoin d'un petit paragraphe présentant l'entreprise, la value proposition de l'entreprise. On a besoin d'avoir un one-pager présentant les principaux points et surtout l'offre de service, la technologie. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Et ça, c'est important d'avoir ces documents-là avant de commencer des approches. Et comme disait Mélissa aussi, cibler des applications précises. C'est ça, ne pas dire, bon, nos clients peuvent être n'importe qui. Même après, nous, pour faire nos approches, ça ne nous aide pas. Il faut qu'on ait vraiment des cibles précises pour avoir le plus de succès dans ces approches et dans le développement du marché, en fait. Un dernier mot, et je pense à Simon et Franco. Quand il a approché le marché ici, c'est un investissement long terme. C'est pas je suis ici pour une activité, je quitte et rien n'arrive. Parce que souvent, on en a les compagnies qui font ça. Franco était ici pour Verde Exchange. Nous avons présenté les gens pour les partenaires potentiels, mais ils ont fait les suivis nécessaires. Et puis, je pense que ça prendrait un peu plus d'un an pour avoir le premier contrat. Mais il faut faire les suivis l'un après l'autre pour d'avoir succès dans le marché. 1 an, c'est pas long. Des fois, ça peut prendre même 4 ans. Oui, bien sûr. Mais si je peux rajouter juste une dernière chose, je sais que ce n'était pas à moi de parler, mais ajouter quelque chose pour inciter les gens à aller dans l'Ouest, c'est il faut voir aussi la Californie comme une espèce d'endroit de rayonnement. Tu sais, il y a des gens, on peut avoir, si on est présent en Californie, qu'on ait du succès ou pas, on peut utiliser ça comme marketing quand on fait affaire, exemple en France, quand on fait affaire dans d'autres régions du monde. Donc, la Californie, ça permet de rayonner aussi à l'international. Et juste peut-être un dernier point sur la concurrence. Comme disait Mélissa, la Californie est un marché où il y a énormément de concurrence. Comme disait Simon, tout le monde veut venir en Californie, tout le monde veut faire affaire en Californie. Donc, il faut bien comprendre qui est votre concurrence déjà, qui sont vos compétiteurs et comment vous vous différenciez de la concurrence. Et pouvoir expliquer ça à un acheteur potentiel ou à un partenaire potentiel parce qu'ils vont vous demander quelle est votre value proposition, comment vous vous différenciez de la concurrence. Absolument. Donc, de là, on voit aussi l'importance, avant de se lancer dans un marché, de vraiment prendre le temps de bien effectuer donc vos recherches et votre plan d'exportation pour être prêt. Il faut aussi s'armer de patience parce que les contrats, des fois, peuvent prendre plus de temps qu'anticipé. Et aussi vous préparer là, pour surtout être prêt à bien connaître vos clients, vos marchés et aussi comment les convaincre et comment bien vous différencier. J'ai une dernière question que j'aimerais peut-être poser à Mel Clark de Cleantech Alliance et peut-être aussi aux autres si vous en avez à rajouter. Je vais commencer à la formuler en français.
Donc, en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Plusieurs entreprises remettent leurs projets d'expansion. Est-ce que cette pénurie de personnel est également présente dans l'Ouest américain? Mel, we had a question for you. We'd like to, because you are currently in the United States. So currently in Quebec region, there's a shortage of workers. And is that shortage also in the U.S. market and in the West Coast? Yes, companies across our organization are feeling workforce development needs from our solar installers and manufacturers through our research companies that are trying to hire, specialty PhD graduates in a specific field. We're seeing workforce shortages affect every industry, and we're seeing workforce shortages in transportation and shipping affect every industry. Certainly Melissa can speak to this, being down in the LA area with the amount of ships bobbing around out there, we're unable to offload. We're seeing the workforce affect the ability to get the goods offloaded. And then even if we get the goods offloaded, we're seeing that workforce shortage. Essentially every company that we work with is telling us they are unable to hire the workers that they need right now. And Simon Poulain, je me demandais aussi, vous, dans vos projets d'expansion, comment est-ce que vous en êtes pris pour surmonter peut-être les difficultés d'embauche? Est-ce que vous en avez vu, vous, à votre expérience? Oui, puis c'est la même chose qu'au Québec, en Californie ou à Los Angeles, où on est, c'est très, très difficile de recruter. Puis souvent, la différence aussi, c'est si on veut quelqu'un de compétent, les salaires sont beaucoup, beaucoup plus élevés aux États-Unis qu'au Québec. Donc, souvent, comme nous, il faut partager une personne ressource. Donc, on utilise quelqu'un à temps partiel qui peut nous aider. Puis, si on l'utilise plus, on la paie un peu plus. C'est la solution qu'on a trouvée pour pallier à ça. C'est très bien. Mais merci beaucoup pour vos échanges, vos partages de témoignages. Thank you very much, Mel Clark, for presenting Clean Tech Alliance. Alors, j'espère que vous avez apprécié le webinaire d'aujourd'hui, qu'il a pu vous être utile. Il y a certainement beaucoup d'outils dont vous pourriez disposer, beaucoup d'accompagnement. Alors, dans le courriel de suivi, vous allez recevoir aussi tous les contacts nécessaires là, si vous voulez prendre contact avec les organismes qui pourront vous aider ou leur poser plus de questions. Alors, merci à tous nos conférenciers aujourd'hui. Thank you very much for your presence and for sharing, taking time to share, insights about the market with us today. Alors, je suis certaine que vous avez vraiment apporté des outils fort pertinents pour nos participants ce matin. Permettez-moi de remercier une dernière fois nos partenaires qui ont rendu cet événement possible. Merci encore à Investissement Québec International donc, qui organise ces webinaires, ainsi que Développement économique Canada pour les régions du Québec. Je demanderai aux participants de bien vouloir remplir le sondage de satisfaction que vous allez recevoir en quittant. Il va sortir à votre écran. Ça nous aidera toujours à garder une bonne qualité de nos webinaires, comprendre vos besoins et aussi améliorer les événements futurs pour qu'ils puissent vraiment vous rejoindre. Sinon, je vous souhaite à tous, chers participants, chers panélistes, une excellente journée. Et j'espère pouvoir vous revoir prochainement dans nos prochaines activités et de pouvoir collaborer ensemble. Merci. Beaucoup.